There's only one man who can rid the politics of this state of the evil domination of boss Jim Geddes. I am speaking of Charles Foster Kane, the fighting liberal, the friend of the working man, the next governor of this state, who entered upon this campaign with one purpose only, to point out and make public the dishonesty, the downright villainy of boss Jim W. Geddes' political machine, now in complete control of the government of the state. I made no campaign promises, because until a few weeks ago, I had no hope of being elected. Now, however, I have something more than a hope. Jim Geddes has something less than a chance. Every straw vote, every independent poll shows that I'll be elected. Very well then. Now I can afford to make some promises. The working man, and the slum child know they can expect my best efforts in their interests. The decent, ordinary citizens know that I'll do everything in my power to protect the underprivileged, the underpaid, and the underfed. Mother, is Pop governor yet? Not yet, Junior. Well, I'd make my promises now if I weren't too busy arranging to keep them. Here's one promise I'll make, and boss Jim Geddes knows I'll keep it. My first official act as governor of this state will be to appoint a special district attorney to arrange for the indictment, prosecution, and conviction of boss Jim W. Geddes! But now we come to a period that I call the battle for identity. Lies my grandma told me. Yeah, superstitious devices. Lies my grandma told me. What? Urban mythological rules. Bubble mice, yeah. Salut les kids et bienvenue dans En attendant Godard, saison 13, épisode 15. Cette semaine, retour aux affaires cinématographiques et émissions idéaux, amour et désillusion. Les temps ne sont pas à l'optimisme, mais nous persistons à En attendant Godard, à positiver malgré la pluie, le temps maussade et la chute du livret A qui n'incite pas spécialement aux enfilages. Le cinéma n'est pas essentiel à la vie, on nous le dit. Que le tour du soleil où commence ou s'achève, d'un œil indifférent nous le suivons dans son cours. En un ciel sombre, ou pur qu'il se couche ou se lève, qu'importe le soleil, sans cinéma, nous n'attendons rien de nos jours. Eh oui, vous êtes bien dans En attendant Godard, l'émission de cinéma qu'elle est mieux que les autres. Et donc après plusieurs semaines d'interruption de parlotte cinématographique, nous avons, comme on dit, droppé nos mixtapes. Donc retour aux affaires pour une semaine avant la pause bien méritée des vacances, pour les vacances de la Noël et du Nouvel An. Et donc ce soir, nous allons revenir donc pour parler de cinéma, car aujourd'hui c'est la fin du confinement et ce soir, à la fin de cette émission, donc ce sera le début du couvre-feu, une nouvelle belle période qui s'annonce. Et en tout cas, donc pour passer joyeusement ce cap du couvre-feu et de fin du confinement, il y a bien évidemment la fine fleur de la critique du Grand Ouest au presque grand complet, puisqu'il y a beaucoup de monde à l'antenne ce soir. Il y a carrément Floret. Bonsoir Thibaut. Salut Thomas, salut à tous. Ça va ? Oui, ça va, mais je suis fatigué quand même. Ouais, oui, c'est normal, c'est la période, c'est la pluie. Il y a aussi le docteur Erwan. Bonsoir docteur. Bonsoir, mais je précise que nous ne sommes que 6. Exactement. Il y a Justine. Bonsoir Justine. Salut à tous et salut Thomas, enfin. Il y a un de nos intérimaires préférés, il est petit, il est jeune, c'est Simon le Jeune. Bonsoir. Bonsoir. Ça va ? Oui, ça va bien. Ça va ? C'est ta voix d'Elsa Pataki, c'est ça ? T'es content d'être avec les grands ? Ouais, ça fait du bien de changer un peu dans la cour des grands. T'étais pas invité, mais tu t'es un peu imposé de toi-même. J'ai ramené des bières. Voilà, c'est pour ça. Merci.
Et donc, de retour dans cette émission après des mois et des mois d'absence. Elle ne savait plus où elle était, elle ne savait plus ce qu'elle faisait. Elle est partie chez les Schlag à porter du chanvre et à marcher en sabot dans la boue. Il y a donc Carla. Bonsoir Carla. Bonsoir. Qui a ramené évidemment du coup son plus beau pull en laine. Un pull irlandais fait par ma maman. Voilà, de Schlag. Oh. Voilà. Bienvenue. Oui, ça va? Merci. Oui, de ça retour. va. Heureuse Ouais. d'être là. Ouais, un peu fatiguée du confinement. De cette torpeur. Étrange. À la mise en son de cette émission, bien évidemment, il y a Gal. Bonsoir Gal. Et il y a aussi voilà, qui vous fait coucou, qui est loin derrière, mais car un seul, ça ne suffisait pas. Il y a l'autre meilleur technicien du monde, il y a Valentin. Bonsoir Valentin, qui vous fait un coucou aussi. Voilà. Donc ce soir, de quoi allons-nous parler? Donc, oh là là, c'est la reprise, hein, c'est compliqué. Donc ce soir, nous allons parler du manque de David Fincher qui est sorti il y a 2 semaines sur Netflix. Et ensuite, nous parlerons d'un film qui a été diffusé sur Arte les semaines passées, c'est le documentaire de Sébastien Lifshitz qui s'appelle Petite Fille. Donc voilà, c'est le jeu au programme autour de cette table, histoire de finir gaiement dans l'introspection cette fin d'année. Pas de news, hein, pas d'agenda, parce que il se passe pas grand-chose en sortie, hein, évidemment. J'ai rien préparé non plus, faut bien le dire. Et de toute façon, tout ça va repartir l'année prochaine, comme en 40, hein, parce que donc on en parlera au début du mois de janvier, quand on fera peut-être pas le top parade, mais en tout cas le bilan de l'année écoulée, parce qu'il s'est passé plein de choses intéressantes, excitantes et très drôles. Et donc je pense qu'on fera un petit peu le panorama de tout ça et de l'année à venir qui s'annonce assez bordélique après les annonces notamment de la Warner, qui a dit qu'ils allaient sortir toutes leurs nouvelles productions directement en streaming sur leur chaîne HBO Max en même temps que dans les salles de cinéma. Donc ça nous promet un avenir radieux pour nos cinémas qui sont en pleine forme en ce moment. Je ne sais pas si vous avez des choses à ajouter, messieurs, dames. On va pouvoir passer à la section critique de cette émission, donc avec le nouveau film de notre ami David Fincher, Manque, sur Erwan Mankiewicz. Et tout de suite, un petit extrait du film. Put aside gratitude, Mac. That you've done your best work was no accident. I removed any distraction, eliminated every excuse. Your family, your cronies, liquor. I gave you a second chance. And for that, I cannot thank you enough. But with credit for a risky undertaking must go the weight of real responsibility. Given your current health, I wonder if you're up to it. And frankly, I wonder too, but we'll find out. You may never work in this town again, Mac. Orson, please. Then you force me to remind you. We have a contract that you understood and agreed to. If you fight this, it will go to what your new guild calls arbitration, and you, my friend, will lose script, money, and assuming such a thing still exists in Hollywood, the respect of those who honor their word. How can I put this nicely? I may be a loose cannon, but you, my friend, are an outsider. They're exasperated by me, and I've earned it. But you, a self-anointed savior hyphenate, they're just waiting to loathe you. Remind me never again to work with a washed-up alcoholic. Duly noted. Nelson Algren, please copy. All right. No doubt you'll get your credit, but ask yourself, who's producing this picture, directing it, starring in it? That's just what we need when Susan Leaf came. An act of purging violence. Maybe. Vous êtes toujours dans En attendant Godard sur Syllab et c'était donc un extrait du film de David Fincher, Manque, qui est disponible depuis le 4 décembre dernier sur Netflix, car donc depuis quelques années, David Fincher, comme beaucoup de ses petits copains, a rejoint le giron de Netflix pour produire ses projets. Donc avant c'était la série Mindhunter et là c'est son nouveau film donc Manque, qui est un projet de longue date pour lui puisqu'il voulait déjà le faire avant la sortie de The Game en 1997, qui était son 3e long métrage pour le cinéma. Et donc de quoi que sa cause manque, et donc ce n'est pas sur quelque chose à qui il manque un truc, mais donc sur le scénariste Herman Mankiewicz, le grand frère du fameux Joseph, qui après plus tard deviendra un réalisateur célèbre. Et Herman Mankiewicz à l'époque était un peu un scénariste vedette, une star, et en même temps qu'une personnalité assez grandiloquente à Hollywood, pourtant qui n'en manquait pas. Et donc ça se concentre sur la période où Herman Mankiewicz a été recruté par le tout jeune
Orson Welles pour lui écrire un film qui deviendra A Citizen Kane, un film dont vous avez peut-être entendu parler, si vous avez déjà vu les films par exemple. Et donc il y a notamment autour de la création de Citizen Kane et sur les crédits du scénario, parce que Welles et Mankiewicz sont crédités comme co-scénaristes, un imbroglio, une bagarre, on va dire un désaccord justement sur les crédits du film, parce que Mankiewicz a persisté à dire que lui seul avait écrit le film et que Welles avait juste fait quelques petites panouilles, mais qu'il voulait s'accorder le crédit en créateur démiurge qu'il était. Donc ça a été une bataille qui a duré pendant des années et qui a été plus ou moins alimentée dans les années 70 et 80, notamment par Paul Hinkel, qui avait écrit un gros article prenant la défense de Mankiewicz. Et après, évidemment, cette vieille patate de Peter Bogdanovich, en bon fan de Orson Welles, avait dit que non, Orson lui aussi avait tout fait, puis que Mankiewicz, quand même, fallait un petit peu arrêter d'abuser tout ça, quoi. Et donc le film est bâti en flashback, puisqu'on voit au temps présent Edward Mankiewicz, donc interprété par Gary Oldman, alité dans un ranch parce qu'il s'est pété la jambe dans un accident de voiture, en train d'écrire le film avec une assistante. Et il y a plusieurs flashbacks où justement on le voit remonter le fil de son influence et son rapport avec William Randolph Hearst, qui a inspiré, plus que largement inspiré, le personnage de Charles Foster Kane dans le film de Welles. Et donc, comme je disais, vieux projet pour David Fincher, qui est un projet assez étrange dans sa fabrication et dans sa volonté, parce que c'est un film qui a été écrit par le père de Fincher, donc Jack Fincher, qui était un journaliste, si je ne m'abuse, et donc un projet qu'ils ont porté tous les deux pendant longtemps, jusqu'au décès du père il y a quelques années. Et c'est ce qui, je pense, participe au caractère un peu étrange du film, parce que Fincher, on le connaît, c'est un contrôle fric, c'est quelqu'un qui est aussi assez démiurgique dans son travail, et en général il retravaille beaucoup les scénarios qu'il a, parce qu'il n'a quasiment écrit aucun de ses films. Et donc là, pour la première fois, j'ai l'impression que justement il n'a pas voulu retoucher un scénario, puisque c'était un projet de son père et qu'il voulait absolument pas le toucher ou bien le dénaturer. Donc ce qui donne un caractère un peu étrange, ce qui donne un caractère très fouillis, je trouve assez déséquilibré. Et en même temps d'un film qui, à l'inverse de beaucoup de films de Fincher, est très fétichiste, à la fois pour un cinéma de l'âge classique, notamment du cinéma des années 40, sur sa fabrication, sur son décorum, ses stars, sur ses producteurs vedettes, notamment là en l'occurrence cette vieille ganache de Louis B. Mayer, qui n'était pas la moitié d'un fils de pute, quand même, hein. Il était plus ou moins connu pour ça. Mais en même temps aussi dans des références visuelles, dans les références visuelles qu'il convoque, à la fois évidemment par le cinéma de Welles, mais aussi par des tripatouillages sur l'image, en imitant un grain de pellicule, un grain de bobine, alors qu'on sait que Fincher est quand même actuellement peut-être le cinéaste le plus attaché, le plus expérimentateur sur le cinéma numérique, donc ce qui est un truc assez étonnant de sa part, ce qui fait que moi j'ai eu un peu de mal à me situer dans le film. J'ai pas trouvé ça horrible du tout, je trouve ça très agréable, mais c'est vraiment un film pour cinéphiles par contre, parce que je pense que si on capte rien à la production du film, au monde d'Hollywood de ces années-là, je pense qu'on peut totalement passer à côté du truc, quoi. Donc ici, la plupart des gens autour de cette table l'ont vu. Docteur, qu'en avez-vous pensé de ces nouveaux films de David Fincher ? Moi, écoute, je suis assez amateur de Fincher, d'une manière générale. Donc, je précise qu'on avait fait une émission spéciale sur David Fincher il y a 2 ans, quand on avait repassé Fight Club au cinéma à Harvard. Donc il y aura évidemment le lien sur le podcast. Et c'est vrai que... moi, je suis assez d'accord avec toi, hein. C'est vrai que c'est un film... si Citizen Kane ne vous intéresse pas... le film, vous risquez de rester vraiment à la porte du film, parce que c'est un film. Mais c'est pas qu'un film sur Kane. Non, alors moi j'ai eu le sentiment, j'ai ressenti à peu près la même chose que ce qu'on ressent quand on regarde des films, par exemple de Francesco Rosi. C'est-à-dire vraiment le sentiment film dossier, quoi. C'est-à-dire qu'il y a très peu d'affect. Enfin, moi je trouve qu'il y a très peu d'affect dans ce film-là. Il y a la distance fincherienne assez traditionnelle qui est toujours là. Et il y a vraiment, on en parlait tout à l'heure, mais pour moi c'est vraiment un film de scénariste, c'est-à-dire c'est un film de construction scénaristique. Et alors c'est vraiment, alors moi ce que je trouve intéressant, moi j'avoue que j'ai été assez passionné par le film, mais aussi parce que j'aime bien Citizen Kane, que c'est une histoire qui m'intéresse. A priori, donc ils prennent plutôt le parti de Mankiewicz. Alors après moi je trouve assez malhonnête d'ailleurs sur la fin, alors du coup par sécurité j'ai été revoir dans le bouquin d'entretien de Bogdanovich, et puis dans le bouquin sur Citizen Kane de Jean-Pierre Berthomé et François Thomas, voir ce qu'ils disaient un petit peu sur
là-dessus. Et chez Berthomé et Thomas, en fait, notamment, il y a cette idée justement que les dialogues sont plutôt Mankiewicz et la structure narrative en fait est plutôt Wells, puisque Wells en fait a le manuscrit, enfin en tout cas ça on le sait avec certitude, le manuscrit que Mankiewicz a rendu ça donnait un film de 3 heures. Voilà. Et en fait Wells même s'il n'a pas écrit, c'est-à-dire que c'est effectivement tout ce qu'il y a sur les rapports entre Mank et Hearst et tout ça c'est juste. Mais par contre c'est vrai que ce qui n'est pas montré dans le film, c'est la réécriture que Wells va faire et qui va permettre structure notamment qu'il a retravaillé. Parce qu'apparemment le scénario était beaucoup plus direct. Beaucoup plus linéaire. Ouais, et puis beaucoup plus franchement orienté vers Hearst en fait. C'est-à-dire qu'il y avait des détails qui étaient des détails en fait que Kane a supprimé parce qu'il savait que ça passerait absolument pas quoi en fait. Il y aurait procès direct. Voilà, exact. Déjà bon, ça a été pas simple quoi. Mais moi parce que Mank et Hearst justement étaient quand même assez proches durant toutes les années. Voilà, 30, et ils sont fâchés. Enfin voilà, il y a une histoire de. Alors moi c'est vraiment l'aspect que j'ai trouvé intéressant dans le film. C'est justement comment est-ce que je veux dire l'un des plus grands films de tout, enfin ce qui est considéré comme l'un des plus grands films de tous les temps en fait, c'est une histoire de comment dire de déception amitié de déception amicale en fait. Voilà, c'est exactement ça. Et en fait moi je trouve que le film fonctionne vraiment pour moi vraiment à 3 niveaux. Il y a pour moi c'est une histoire d'amitié déçue. Voilà, il y a une histoire de fétichisme effectivement, c'est-à-dire que le film lui-même est construit en flashback. Il y a des tas de plans, de choix de cadrage, de reprises, de variations sur Citizen Kane. Donc c'est vrai que si vous connaissez bien Citizen Kane, il y a un plaisir, moi je trouve assez grand quand même à voir le film pour voir comment est-ce que il relie finalement Citizen Kane. Et là où moi je suis pas totalement d'accord avec toi, c'est qu'à mon avis, alors peut-être que le scénario n'a pas été retouché en termes d'écriture, mais par contre pour moi c'est évident que c'est un film qui parle de Trump, quoi. Enfin, je veux dire, pour moi c'est évident. Moi je veux dire, pendant tout le film, Hearst, c'est Trump. C'est-à-dire toute la démonstration que fait Gary Oldman sur. Oui, donc parce que Hearst avait déjà. Mais oui, voilà. Et en fait, c'est pas sur Trump. En fait, c'est pas sur Trump. C'est sur ce que c'est que la politique aux États-Unis. Et en fait, pour moi, c'est un film qui est pas simplement un film sur le cinéma, c'est un film sur les relations entre l'image et le pouvoir. Et le film, et je trouve que la démonstration, est assez complexe à rentrer dedans, mais je trouve qu'une fois qu'on est rentré dedans, je la trouve assez brillante, moi, personnellement. Carrément, Fleuret, vous qui êtes peut-être notre plus grand adepte de David Fincher. Ah oui, moi je considère David Fincher comme un des plus grands cinéastes contemporains. Je considère The Social Network comme un des plus grands films contemporains. Et ici, pour la première fois, donc, je défends toute sa filmographie que je trouve absolument exemplaire, y compris Alien 3, y compris Panic Room, y compris Benjamin Button. Et ici, pour la première fois, il me semble que j'ai vu les défauts de David Fincher, autant en termes d'écriture, parce que certes le film est dense, mais je trouve que les personnages, comme toi Thomas, je trouve que les relations sont assez mal articulées en fait entre les personnages. Du coup, pour une personne peut-être novice, on a peut-être un petit peu de mal à rentrer dedans et à rentrer dans les relations en fait que tissent les personnages. Et surtout, au-delà de ça, je trouve que c'est d'un point de vue formel, j'ai vu tous les artifices de la mise en scène de David Fincher. Alors c'est un film d'une maîtrise ahurissante. Il n'y a pas un plan à jeter. C'est peut-être le film de Fincher le plus maîtrisé à ce niveau-là. Mais tout ce qu'on connaît de la part du cinéaste, en fait, on le voit et on le voit peut-être trop. Et ça me... Sur le début, en fait, ça me désole. Et j'ai trouvé ça dommage parce que ça ne permet pas au film, en plus d'une histoire qui peut ne pas passionner. Hein. Je l'ai vu avec d'autres personnes, ils n'en avaient strictement rien à foutre de cette histoire-là. Mais du coup, je trouve que le film, combiné à ces deux faiblesses, en fait, je trouve que le film, du coup, on a du mal à rentrer dedans. Et je trouve que c'est un petit peu dommageable. Et pourtant, à la fin du film, le film se termine et pourtant, j'arrête pas d'y penser. Je trouve qu'il y a quelque chose d'absolument passionnant dans tout ce qui se passe hors cadre. Je me demande si ce film-là... Alors j'ai eu du mal à trouver les thématiques dans l'émission spéciale sur Fincher qu'on avait enregistrée il y a 2 ans. On avait beaucoup parlé des thèmes de la manipulation et du faux semblant, hein, qui sont les grands leitmotifs du cinéma de David Fincher. Et ici, j'avais du mal à le trouver. Et au final, je me demande si Fincher, ici, c'est pas un espèce de suicide artistique qu'il propose en livrant Mank sur la plateforme Netflix. Et en même temps, j'ai trouvé, comme je rebondis sur ce que disait le doc, j'ai trouvé que tout ce thème de la manipulation et du faux semblant, en fait, n'était plus lié à un personnage vis-à-vis d'un autre, mais en fait sur toute une structure
sur toute une société du spectacle en fait liée à une politique, et ça c'est admirablement bien fait. On se croirait limite peut-être chez du Elroy, alors c'est peut-être mon imaginaire Elroyien Ils qui avaient revient. un projet ensemble. Hein, Elroy Mais je Fincher. trouve qu'en fait du coup cette manipulation là, c'est la manipulation de toute une société du spectacle politico-spectaculaire vis-à-vis d'un public qui est littéralement pris pour un con, et je trouve ça en fait passionnant. Tout l'épisode des actualités filmées, Voilà, par exemple. qui rebondit en plus avec les actualités de Citizen Kane. Gal. Ouais, moi je rebondis là-dessus aussi parce que je suis assez d'accord avec cette façon de voir les choses, et en plus dans sa réalisation et dans son montage tu le vois aussi avec tous les artefacts de pellicule qu'il rajoute sur le numérique qui sont tellement gros en fait, et même, grossiers, les jeux de quoi. lumière, et même sur les jeux de lumière, parce que moi par exemple il y a un truc qui m'a vachement surpris dans le film, c'est le fait que on a l'impression moi j'ai toujours eu, quand on est dans la chambre avec Mank, moi j'ai l'impression qu'on est à l'intérieur d'une cabine, enfin dire qu'on est dans une salle de cinéma en fait, c'est-à-dire que la lumière vient toujours de l'extérieur et de manière hyper violente, et dès qu'on sort à l'extérieur en fait le réel il n'existe qu'à l'intérieur de la chambre. Dès qu'on sort à l'extérieur, moi j'ai l'impression que tout était faux. Les paysages, les voitures, tu vois, il y a un traitement de la lumière et du noir et blanc qui fait que ça mime complètement tu vois, il y a même les cigarettes Burns en fait, Voilà. tu vois, ça je trouve ça ridicule. non justement parce que moi je trouve que pour moi il revendique complètement l'artificialité de ce qu'était Hollywood, c'est-à-dire et même l'artificialité de ce que c'est qu'un biopic sur Hollywood, c'est-à-dire que ce que je suis en train de regarder c'est pas la vraie vie d'Herman Mankiewicz, ce que je suis en train de regarder c'est la version hollywoodienne de la vie d'Herman Mankiewicz. Et pour moi tout ce et quelque part en même temps il explique, moi je trouve que ça dit bien, enfin je sais pas comment est-ce que Fincher voit les choses, mais quelque part il y a cette idée-là que quand on sort à l'extérieur, le monde ressemble à un film des années 40. Et que quand on est à l'intérieur, ça ressemble à un film des années 2020. Simon, c'est très surprenant. Moi, je trouve. Notre spécialiste des films de vieux cul. Oui, non, c'était pour rebondir là-dessus. C'est vrai que j'ai pas pensé à ce rapport entre les intérieurs et extérieurs, et j'avais été surpris en voyant le film, c'est-à-dire que le générique se fait vraiment générique de film des années 40, en 3D. Oui, mais ça, qu'on imagine fait pour de la 3D en plus. Ça, quoi. Sauf qu'en même temps, la mise en scène de Fincher dans le film, c'est l'utilisation du grand angle dans un format large, ce qui était absolument pas le cas en fait dans ces films-là. Alors c'est vrai que Citizen Kane utilisait souvent des grands angles, mais pas du tout ceux de cette même intensité-là. Et ce qui fait que la mise en scène du film de Fincher, je trouve, ressemble pas du tout à un film des années 40. En même temps, je le trouve très réaliste, notamment sur les rapports pouvoir-image, etc. Et c'est la partie, moi, que j'ai préférée dans le film. C'est-à-dire que la première heure, sur l'écrivain, j'arrivais pas encore vraiment à m'y intéresser tant que ça. Notamment, je sais pas, peut-être qu'on voit pas assez Orson Welles ou quelque chose comme ça. Enfin, je trouvais presque un petit peu fatigant. Parce qu'il est quasiment absent, on le voit juste à la fin quand il vient récupérer la première mouture du scénario. Et je trouvais que la deuxième partie du film devenait beaucoup plus efficace quand on partait sur les rapports entre, on va dire, les personnages des acteurs en fait, de l'industrie cinématographique. Et de ce point de vue-là, en fait, le film me faisait penser un peu à ce qui se fait quand même depuis plusieurs années, c'est-à-dire le film de Tarantino, le film des frères Cohen, c'est-à-dire tous les films sur Hollywood. Et là, ce que je trouvais plaisant chez Fincher, c'était de s'y attaquer non pas un peu comme un fantasme, mais de manière, on va dire, plus réaliste. Dans ces scènes-là, si on lit beaucoup, on va dire, ce qui s'écrit, on va dire, dans les bouquins d'histoire en fait, sur le cinéma américain, il y a des choses extrêmement précises. Moi, j'ai trouvé ça très crédible dans la description. Louis B. Mayer, par exemple, moi, ce que j'ai pu lire sur Mayer, c'est ça, quoi. C'est le mec qui bastonnait des gars. Je veux dire, s'il y avait un mec qui voulait faire un truc avec le premier rôle, c'était une prostituée, il mettait une volée, puis il le foutait en dehors. Enfin, et puis cette espèce de vue, en fait, voilà, c'est ça. Et c'est ça qu'il y a de Trumpien finalement dans le film. C'est cette vulgarité, en fait. Il y a quelque chose qui relève de la vulgarité. Et en fait. Cette vulgarité, elle est vraiment incarnée par Meyer, quoi. Alors que à côté, t'as comment il s'appelle, t'as Thalberg, qui lui est un petit enculé, qui est une petite saloperie, mais qui était un petit enculé. J'ai un producteur extrêmement talentueux, mais alors faut pas dire enculé parce qu'on effectivement oui, on a dit pas d'insulte, oui, mais voilà, c'était une petite frappe, quoi, voilà. Et je trouve que Hearst, et ça c'est intéressant parce que Hearst, moi je m'attendais à ce que Hearst soit le grand méchant du film, et en fait Hearst, qui est interprété par Charles Dance, qui est un super choix de casting, qui a joué dans le premier film de Fincher en Alien 3, et je trouve que la description de Hearst, elle est à la fois, il y a quelque chose de touchant entre ces deux mecs avec tout ça, avec cette espèce de fable que lui raconte Charles sur le singe et le singe savant en fait. Et où Mankiewicz se rend compte qu'on lui laisse jouer le rôle du fou du roi qui dit la vérité aux gens. Et dans les scènes de repas, il y a quelque chose de presque médiéval pour moi, quoi. C'est dans les rapports de personnages justement
voilà, de ces personnages qui, avec Hearst, qui accepte Mankiewicz à sa cour finalement parce qu'il le fait rire, quoi. Et qu'il le congédie une fois qu'il a cessé de le faire rire, quoi. Et il y a quelque chose de la cruauté justement du rapport entre le pouvoir et l'image, justement, que quelque part Hollywood, qui a toujours revendiqué une indépendance par rapport au pouvoir fédéral américain, ben en fait c'est sa petite pute, quoi, en fait, quoi. Et quand la politique en a besoin, ben on appelle Hollywood et tout le monde se couche, quoi. Et finalement ça annonce le macartisme, ça annonce pas mal de choses. Moi je pense que le film est beaucoup plus je pense que c'est un film assez politique, hein, pour moi, même sur le rapport de Fincher et de sa propre situation à Hollywood, parce que on sent bien que Fincher il est complètement il a une espèce d'admiration pour Mankiewicz. Il a toujours eu en plus des relations très compliquées avec les producteurs, et c'est aussi pour ça qu'il est parti sur Netflix, parce que Mank, il n'a jamais pu le faire avant, parce que produire un film en noir et blanc sur un scénariste dont tout le monde se branle maintenant, avec un scénario pareil, donc effectivement il a quasiment jamais pu monter un seul de ses projets vraiment perso à Hollywood dans les 20 dernières années, quoi. Parce que tous les trucs qu'il a voulu faire, son film de SF Rendez-vous avec Rama, ou son 20 milieux sous les mers. Ouais, voilà, son 20 milieux sous les mers, pareil, il n'a pas pu les faire. C'est aussi pour ça qu'il est parti sur Netflix, qui pour le coup lui laissait les coups des franges. Et c'est évident pour moi il y a un parallèle, enfin il établit un parallèle non seulement avec Mankiewicz, mais avec Wells. Enfin, je veux dire, et alors ça peut sembler extrêmement prétentieux, hein, de la part de Fincher, hein, de faire ça. Moi je pense qu'il est en position de le faire. Moi je pense qu'il est en position de le faire. Mais je me demande, Fincher est connu pour faire des films, on va dire, assez froids, avec assez peu d'empathie envers ses personnages. Et finalement, il a fait qu'un film à dimension, on va dire, émotionnelle, c'est Benjamin Button. Et en fait, Mank, malgré ce que je disais au début, où on a du mal à rentrer dans les personnages, avec cette froideur, ce manque d'empathie, au final, avec la description de son... Ouais, je pense que c'est un suicide, avec cette espèce de suicide qui se livre, je me demande si Mank n'est pas finalement le film le plus intime de David Fincher, parce que moi je suis d'accord avec ce que tu dis. Je pense qu'il fait un parallèle avec cette situation d'artiste, on va dire, écorché, hein, faire ça en dehors d'Hollywood, de dire vous êtes tous des salopards, pour ne pas dire un mot encore plus trivial, et on est complices. Et en même temps, on est complice. En tant que réalisateur. Est-ce que c'est un film qui rend un hommage à une certaine période hollywoodienne, et en même temps, c'est un film politique? Mais bon, Fincher a toujours fait du cinéma politique, mais ici, je pense que c'est un film extrêmement contemporain, et je pense qu'il cerne assez bien ce qui se passe aux États-Unis. Donc voilà, le film, malgré sa froideur, malgré sa raideur, on va dire ça comme ça, j'ai vu du David Fincher, et en fait c'est pour ça que le film finalement reste, malgré, on est quand même loin du top de sa filmographie, hein. Je pense que c'est un film peut-être qui va rester mineur. Il faut voir ce qu'il va donner, parce qu'en plus il a signé pour Netflix pour différents autres films. Si on l'avait vu au Cinoche, tu vois, est-ce qu'on aurait le même avis? C'est ça le truc. Bah je pense pas, parce que le fait qu'il soit sur Netflix participe de. Moi, je trouve que Netflix de l'analyse. Ouais, mais malheureusement, je trouve que ça. Le format influe sur notre réception du film. Bah oui, voilà, parce qu'on sait que c'était une pro Netflix, même si c'est produit comme un film de cinéma avec autant de thunes, autant de moyens, autant de stars et trucs comme ça, mais forcément notre réception est un peu biaisée de parce qu'on sait de la prod du film, ce qu'on sait des producteurs en eux-mêmes, et puis du moyen de diffusion, et de toutes les discussions qu'il y a autour. Ah oui, moi j'ai pensé pour moi les films que je vois sur les films Netflix, pour moi c'est ça qui est terrifiant, quoi. C'est que pour moi c'est des films de cinéma, mais c'est des films de cinéma de télévision. Mais ici, et j'aurais pas le même avis si je les voyais au Cinoche. C'est encore plus intéressant, parce que l'empathie, l'émotion en fait ne vient pas du personnage, elle vient de Fincher lui-même et de sa position à Hollywood, et je le répète encore, et de cette c'est ça la contradiction. De repas où il arrête de faire rire, c'est Fincher. Simon. Oui, non, je rebondis un petit peu sur avant, mais par rapport à la question de Netflix, vous pensez pas que c'est pour ça qu'il a utilisé le noir et blanc parce qu'en fait, les scènes d'extérieur qui sont très connotées films des années 40, moi je trouvais participer un petit peu du côté ridicule dont parlait Thibaut, c'est-à-dire quand les gus sont en train de parler entre les studios avec une musique jazz, où ils s'envoient des répliques, avec des trucs en plus qui, pour le coup, là, il y a des erreurs. C'est-à-dire qu'à un moment, il parle de Philippe Marlowe, etc., alors qu'il n'existe pas encore à l'époque, le personnage. Il y a plusieurs moments. Marlowe, il existe en 1939.
Le film sort en 39. Le film, oui, mais par contre, Marlowe, il existe en littérature depuis. Il existe depuis 39. 37 ou 38. Avant, c'est Delmas et Johnny, il y en a un autre, mais Marlowe, vraiment, le personnage Marlowe sort, c'est dans le Grand Soleil. Il n'y a pas des nouvelles avec Marlowe? Non, en fait, c'est d'autres. C'est-à-dire que Marlowe, il a construit sous un autre nom sur pas mal de nouvelles, et la première fois qu'il apparaît vraiment, ça arrive en 39, c'est avec le Grand Soleil. Et c'est la sortie du film à ce moment-là, toi? Ah ouais, à ce moment-là, parce que j'ai lu tout un tas de trucs sur. C'est à quel moment qu'ils en parlent? C'est quand il est avec Mankiewicz, avec son frère, du coup, Joe Mankiewicz, et lui dit: je suis pas Philippe Marlowe, j'ai compris. Donc c'est avant la sortie du film. Donc avant la sortie de Citizen Kane. C'est ça. Et donc on est en 1940. Non, ils sont en 39 à ce moment-là encore, il me semble. Ouais, c'est dans un flashback. Honnêtement, le bouquin n'a pas été extrêmement connu. Non, c'est vrai que c'est une petite erreur. Mais autant ce qu'on disait tout à l'heure. Sam Spade aurait été mieux, plus adapté. Ça aurait mieux marché. Non, mais c'était plus l'idée, en fait, que je trouvais que les scènes dont on parlait tout à l'heure entre les personnages de pouvoir, j'ai trouvé très réaliste, très réussi. Toute la partie sur Upton Sinclair, je trouve assez génial, en fait. Le côté politique de ces années-là, je trouve. Ça, faut savoir qui c'est aussi, c'est Upton Sinclair, parce que si tu sais pas qui est Upton Sinclair, tu comprends rien à ce qui se passe dans le film. Mais par contre, les rapports entre les scénaristes eux-mêmes ou les gens, on va dire, à l'intérieur, me semblaient beaucoup plus... c'est pas anecdotique, mais il y avait quelque chose qui renvoyait plus à cet imaginaire des années 40. Et je me demandais si ça venait même pas du fait que ce soit pour Netflix, c'est-à-dire sur cet écran, on va faire un film en scope, en noir et blanc, alors que je pense que le film aurait été mieux en couleur, en fait. Très clairement, on va pas forcément s'amuser à recopier tant que ça. Parce qu'il le fait pas vraiment, c'est-à-dire il est entre deux, c'est-à-dire il a pas le bon format, il a pas les bonnes techniques de mise en scène. L'image est trop claire, ouais, trop nette. Trop nette, oui, c'est ça. Puis même les trop nette. les grands angles comme ça, ça n'existe pas avant la fin des années 50, voire début 60. C'est pour ça que je pense qu'il mime, en fait. Ouais. Je pense pas qu'il essaye de reproduire. J'ai du mal à croire que Fincher soit si naïf que ça. Oui, je pense. J'ai vraiment du mal à croire à ça. Mais pour moi, en fait, je trouve que c'est un film qui ressemble beaucoup à Zodiac. C'est-à-dire un film, où on est dans un film d'époque. Ouais. Et on n'est pas vraiment dans la reconstitution non plus. Tu vois, on est dans une espèce d'entre-deux un peu bizarre et effectivement un peu déstabilisant, je trouve. C'est juste là où je me disais, est-ce qu'il fait cet entre-deux par rapport à Netflix en disant ça fera le film de cinéma ou pas, ou si c'est, mais peut-être que par rapport à ce gars. Ah ok, bon, c'est bon pour moi. Donc, vous êtes bon sur le film de David Fincher, messieurs? Si, un dernier mot sur la musique qui m'a... Atticus Ross et Trent et Atticus. C'est leur troisième collaboration avec Fincher. Et en fait, là, du coup, ça fait plaisir de voir... qu'ils font autre chose que leur musique habituelle. Hein. Voilà, une certaine évolution. Alors, même c'est marrant parce que sur le plan orchestral, il y a des fois... Je reconnaissais du Trent Reznor, mais c'est marrant, il le fait en mode années 40 en fait. Ouais, donc là, c'est intéressant en fait de voir... J'ai l'impression d'un album de reprise jazz des musiques de Nine Inch Nails. Autant la mise en scène de Fincher est hyper cadenassée, alors pour le pire ou pour le meilleur, ça c'est bien entendu, chacun est libre de ses choix et de ses réflexions, mais là, du coup de voir l'évolution de Trent Reznor que j'aime d'amour et Atticus Ross, ça fait toujours plaisir, même si réécoutons Nine Inch Nails tous les jours, reste salvateur. Voilà, donc c'était le nouveau film de David Fincher, le film pour cinéphiles, qui est dispo actuellement sur Netflix. Et d'ailleurs, donc Netflix, par précaution pour les gens qui ne connaîtraient rien au cinéma, ont fait un disclaimer, une petite vidéo de 6 minutes avant, expliquant un petit peu le contexte du film et de la production. Allez-y, docteur. Je pensais à ça aussi, en regardant le film, je me suis dit, putain... Malgré les défauts qu'on peut trouver justement à ce film qui est très très écrit, je me dis putain, mais ça fait quand même du bien de voir des films hollywoodiens qui ont un minimum d'exigence scénaristique, quoi. Et c'est, tu vois, mais comme le film de Kaufman. Oui. Tu vois, moi j'ai ressenti ça aussi. J'ai ressenti ce même truc. Je me dis, putain, il faut aller sur Netflix pour trouver un truc avec des gens où on te prend pour un adulte. C'est-à-dire, on te dit, va pas pisser pendant le film parce que si tu vas pisser, tu comprendras pas ce qui se passe, quoi. Oui, mais c'est Netflix, on peut mettre pause. Oui, je sais bien. Je sais bien. Je sais bien, c'est triché. Mais n'empêche, moi maintenant je connais de plus en plus de gens, moi, qui peuvent se lever, aller aux chiottes, aller chercher un truc en frigo pendant que le film passe et qui demandent jamais à ce qu'on fasse pause, quoi. Et ça, c'est un truc qui est devenu de plus en plus. Alors que moi, ça m'ulcère, mais bon, moi je suis un connard là-dessus, mais ça m'ulcère. Ton ulcère avant ton âge. Et donc moi j'étais content quand même de me dire putain, ok, d'accord, il y a du gros morceau, ça va être un peu indigeste, mais bon, voilà, il faut que je me prépare un peu intellectuellement à regarder ce film-là, ce qui est quand même pour une fois pas si mal. Oui, il est exigeant. Hein. Moi je trouve qu'il est assez exigeant. Ça fait quel effet, Simon, de voir un film de 2020? C'était pas... comme c'était en noir et blanc, j'ai trouvé que c'était un peu trop années 60 comme je disais, donc ça m'a un peu gêné, mais trop récent. Ça pouvait se regarder quand même. Non, ça vaut quand même le coup de voir ça. Enfin, c'est pas fréquent de voir un truc aussi précis sur plein de choses.
D'accord, très bien. Merci, messieurs. On va laisser les dames parler après. Et donc, on va parler du film de Sébastien Lifshitz, Petite fille. Vous êtes toujours dans En attendant Godard sur Synab et c'était Les Vents passent avec la chanson Petite fille. Car de Petite fille, il va en être question dès à présent avec le film éponyme, donc Petite fille, de Sébastien Lifshitz, qui a été diffusé sur Arte il y a quelques semaines et qui est toujours disponible en replay. Sébastien Lifshitz, donc c'est un documentariste français qui a aussi réalisé quelques films de fiction et qui a sorti un autre film cette année en salle, cette fois à l'époque, on pouvait sortir des films en salle, donc il s'appelle Adolescente et qui part un peu du même principe en fait, où on va suivre un personnage pendant une très longue durée. Pour Adolescente, c'était pendant 5 ans je crois, et là c'est à peu près sur une année et demie. Et donc ça suit un enfant donc de 7 ans qui s'appelle Sacha, qui est né dans un corps de fille, mais qui... Non, dans un corps dans un corps de garçon, mais qui se sent fille, et qui donc très vite a dit à sa maman que quand il serait grand, il voudrait être une fille. Donc évidemment au début on prend ça un peu comme une blague, enfin les parents prennent ça un peu comme une blague, comme une fantaisie d'enfant. Et en fait au fur et à mesure que l'enfant grandit, ça devient de plus en plus affirmé, et aussi du coup de plus en plus difficile à vivre, à la fois pour Sacha et pour les parents, du fait de l'incompréhension qu'il y aura de la part des camarades de classe, de la part du corps enseignant, de la part parfois des médecins, voire des psychiatres. Et donc on va suivre pendant un an les rapports de ses parents et du petit Sacha, de la petite Sacha, avec les différents, on va dire, membres des différentes institutions qu'ils vont rencontrer, et pour essayer de comprendre et puis d'accepter justement cette transition que veut faire l'enfant justement. Donc sujet éminemment casse-gueule, en tout cas à la fois à aborder et puis à traiter, et où je pense que mes camarades sont assez d'accord autour de cette table pour en avoir déjà un petit peu parlé, que ce n'est pas totalement réussi, loin de là, et ça tient pour le coup évidemment non pas à son sujet, mais à sa mise en scène et puis à sa mise en image, puisque donc Sébastien Lifshitz a fait aussi des films de fiction, et il y a dans son cinéma documentaire une forte tendance à fictionnaliser ce qu'il filme, ce qui est parfois un peu gênant justement pour pas forcément faire le distinguo entre une réalité et des scènes qui seraient factices, qui seraient rejouées, que ce soit dans des scènes de confession ou bien dans des scènes d'émotion, notamment des scènes de la part de la maman ou de rencontre de l'enfant avec son psychiatre. Mais donc il y a quand même une très belle image, un cinémascope, un usage de la musique classique que je trouve tout à fait lourdingue et très malvenu, justement pour surligner une émotion que l'on voudrait montrer, et qui est, je trouve, totalement maladroite, et qui finalement dessert le propos de son film, qui n'a pas besoin de cette surcharge de mise en scène justement pour être importante, pour être prégnante, et surtout pour faire sens, quoi. Donc Carla et Justine ici, vous l'avez vu, je sais, ma chère Carla, que donc, vous étiez assez remontée contre le film. Oui, alors c'est un film que j'ai regardé par curiosité au vu de... Parce qu'il est quand même une presse démentielle. Oui, c'est vrai. Et donc, par curiosité, j'ai décidé de le regarder. Et effectivement, alors le sujet en soi de cette transition de genre et ils appellent ça dysphorie de genre, bon, c'est un sujet intéressant et auquel je pense aussi il faut s'intéresser. Après, ce que je pense que tu n'as pas dit là, Thomas, c'est que c'est un film qui a été fait pour une diffusion télévision. Et je pense que c'est là d'où vient ce problème de fiction, comme tu dis, dans le sens que je pense que ce qu'il a voulu faire, et je pense que ce qui explique les problèmes du film, c'est qu'il a voulu éduquer son spectateur au regard un peu de ce directeur d'école qui refuse d'accepter en fait l'école de danse qui refuse d'avoir oui et je pense que c'est un film qui a vertu à éduquer son spectateur, ou en tout cas à faire prendre conscience de
ce changement de genre, en tout cas de quelque chose, comment est-ce que ce changement de genre peut prendre place dans la société et comment est-ce qu'il peut se développer. Surtout chez un enfant qui est aussi petit, quoi. Oui. Parce qu'en général, c'est plutôt des révélations ou des transitions qui se font plus tard, plus vers l'adolescence ou vers l'âge adulte. C'est ça. Enfin, moi, je ne savais pas que c'était quelque chose qui pouvait arriver aussi jeune, en tout cas. Et c'est pour ça le film, je pense qu'il aussi est affirmé aussi, en plus. Oui, non, mais je pense que le film, il est intéressant pour ça. Après, là, ce qui m'a dérangé, c'est la manière dont le film est écrit et comment est-ce qu'il est mis en scène et comment, surtout, est-ce qu'il met en scène ces personnages et comment, d'autant plus, il les enferme dans des caricatures, en fait, où je pense que là, c'est à ce moment-là qu'on va basculer dans une forme fictionnelle où on a l'impression que le film ressemble à une forme de caricature d'envoyé spécial, j'en sais rien, mais un truc comme ça, où finalement le père représente la figure du père présent mais un petit peu absent, la mère débordée qui assume cette charge présente, à qui il demande de mettre en scène ses conversations téléphoniques avec l'école. Le personnage du petit garçon qui est le petit garçon qui joue au foot, qui est le frère de Sacha. Enfin voilà, et ce qui est vraiment dommage, je pense, c'est que c'est ça. On a affaire à un enchevêtrement de personnages qui sont tous isolés comme ça dans leur statut familial, qui gravitent comme ça autour de la petite Sacha, et finalement, ce qui fait un film qui se veut, et je pense qu'il essaye d'être ouvert d'esprit et qui essaye de susciter une ouverture d'esprit à son spectateur, mais qui finalement reste enfermé dans cette idée de vouloir faire un film intime et qui finalement construit tellement cette intimité que il est emprisonné. C'est ça, il emprisonne un peu, il cadenasse tout et c'est dommage. Justine. Oui, moi je suis complètement d'accord avec vous. J'ai été très perturbée par le film parce que malgré le fait que ce soit un format télé comme ça, je trouve pas qu'il y ait tant de choses qui le rapprochent d'un reportage. Mais néanmoins, je le trouve quand même ultra didactique. C'est-à-dire que moi, ça m'a profondément gênée de vouloir, comme tu le dis, Carla, toujours enfermer les personnages, être dans la monstration constante. Voilà, moi, je trouve que c'est un vrai écueil du film. Je trouve qu'il passe à côté de quelque chose qui aurait pu être monumental. Je trouve pas que le problème du film soit son thème, loin de là. Je pense que c'est tous les problèmes qu'il peut avoir, c'est vraiment dans la mise en scène, comment l'enfermement des personnages devient à tel point omniprésent qu'il y a comme si c'était une surdramatisation. On voit toujours la mère éplorée, on voit toujours le père plus ou moins absent, on essaye de faire les liens entre eux. Je trouve que finalement ça a peu de sens puisque la petite, on la voit peu par rapport à l'omniprésence de la mère. Et moi, c'est ça, j'ai trouvé que c'était un film profondément tire-larme et qui fait pleurer dans les chaumières. Je m'éloigne normalement de ce genre-là. Et je trouve que c'est pas très bien fait parce que ça va en faire trop. Et comme tu le dis, Thomas, l'utilisation de la musique est extrêmement dérangeante, qui appuie en fait une dramaturgie qui n'est pas là. On suit juste une famille. Je trouve que le film manque à être simple, manque à être épuré, manque vraiment de rapport au corps, de quelque chose de beaucoup plus beau. Et là, je trouve qu'on est face à un objet qui est complètement dépassé je pense par son sujet, mais aussi par le personnage de la mère. Mais en même temps, je ne sais pas vraiment si c'est lui, le réal, qui a voulu faire de la mère un personnage comme ça, ou si elle est de nature extrêmement présente, bavard, parce expansive. Que c'est vrai que la mère est beaucoup plus présente, soit du père qui est presque absent, qui est là pour dire oui, bah non, c'est cool, c'est mon gosse, ça reste mon gosse, machin, on s'en fout, quoi, bah les couilles, on passe à autre chose. Et puis l'enfant qu'on voit finalement très très peu, et c'est surtout la mère qui prend le pas, qui va nous raconter ses propres problèmes. Finalement, c'est plus une psychanalyse de la mère que véritablement parler de l'enfant, puis de ce qui travaille la petite fille, quoi, dans ses problèmes à l'école avec ses camarades, avec ses profs de danse, comment est-ce qu'elle a harcelé, des trucs comme ça. Et c'est vraiment la mère qui va faire son show, mais qui va plus aller parler d'elle. Est-ce que c'est mon problème? Est-ce que c'est gna gna gna? Et finalement, l'enfant passe presque au second plan, quoi. Mais j'ai la sensation que les personnages sont véritablement bloqués
par la présence du réalisateur, et en tout cas de la caméra. Et je trouve que c'est flagrant dans cette scène qui est touchante. La caméra est lourde, quoi. Oui, on sent aussi que c'est parce que la caméra est demandeuse, en fait. On sent qu'elle cherche aussi. Et des regards. Et tu vois bien que cette petite fille, moi, c'est une scène qui m'a un peu troublée, et je pense qu'elle a troublé beaucoup de gens. C'est cette scène où elle est en cours de danse, et voilà, la prof de danse distribue les vêtements féminins aux petites filles. Et Sacha, étant considéré encore comme un petit garçon, se retrouve à jouer le rôle du petit garçon. Et là, premier réflexe, il se retourne vers le réalisateur et il le regarde en mode tu vois. Et malheureusement, c'est ça. Je pense que le réalisateur a pas réussi à réellement créer, à s'effacer, en fait. Il aurait dû se mettre beaucoup plus en retrait. Et je pense qu'en se mettant en retrait, il aurait gagné à faire émerger de manière plus simple et plus naturelle cette intimité qui est déjà là dans les membres de cette famille. J'ai pas vu tous ces docs, mais dans son film précédent, du coup, qui est sorti cette année en salle, il y avait, je trouve, un peu le même problème. Donc on suivait 2 adolescentes pendant 5 ans, de la 4e jusqu'à l'obtention du baccalauréat, je crois. Et donc justement, il y avait pas mal de scènes intimes où c'était que la jeune fille... genre dans leur chambre, tout ça, qui parle par téléphone, où la caméra était vraiment hyper proche, et limite si la caméra était pas sous les draps avec les adolescentes, et tu dis finalement que c'est quand même c'est hyper déplacé, et c'est assez à 2 doigts du voyeurisme et d'un truc qui est... La question, c'est qu'est-ce qu'on peut s'octroyer de faire à partir du moment où tu as une caméra dans les mains, et à partir du moment où tu dis je fais un film, Ouais, c'est pour vous que je le fais, donc bon, en même temps, dites-moi merci, et puis voilà, je vais vous filmer. Moi, ça m'a énervé à un moment dans le film Petite Fille, parce que je me suis dit, c'est pas possible d'enfermer comme ça. Est-ce qu'il n'a pas le droit d'enfermer ces gens dans des catégories sociales, genrées, j'en sais rien, mais... C'était trop cadenassé. Ouais, et je pense qu'il y a quelque chose qui tient à la malhonnêteté aussi. C'est-à-dire que pour moi, si on l'écoute, il va pas du tout dire qu'il a voulu donner un propos extrêmement dramaturgique. Je pense qu'au contraire, ça va être quelqu'un qui va peut-être vouloir se défendre de ça, alors qu'il est loin d'être dans la pudeur, il est loin d'être dans la mesure. Et moi, je trouve qu'il y a quelque chose qui est très révélateur de ça. On en parlait à l'instant, mais c'est vraiment à quel point on voit qu'il est pas du tout effacé, alors qu'il veut faire complètement croire qu'il est vraiment effacé, que on le voit tout le temps. Exactement, c'est qu'en fait, à chaque fois, dès qu'il y a un gros plan sur la petite qui pleure, donc voilà, c'est encore des gimmicks, vraiment, sortez les violons un petit peu, je trouve que c'est déjà problématique. Et c'est toujours des gros plans, il faut que ça appuie, la musique appuie, mais en fait en même temps elle appuie une émotion bien sûr que tu ressens parce que tu es en empathie avec cette petite évidemment, mais c'est comme pour cacher la misère, c'est-à-dire qu'on va mettre un gros plan, on va faire appel à tel cadre, à telle musique en arrière-fond pour un petit peu cacher la misère d'une mise en scène qui n'existe pas, si ce n'est en fait qui est juste un vase clos où lui a voulu un peu tout ramener dans une sorte de force un peu centrifuge qui fait qu'ils sont extrêmement centripètes, extrêmement enfermés, extrêmement... tout est trop, rien n'est pondéré. Ce qui bloque aussi la parole, ne serait-ce que la parole de la petite fille qui est complètement bloquée dans ce cabinet avec la psychothérapeute là, qui est incapable de parler. Ça se comprend d'ailleurs, elle est coincée entre 3 adultes qui la visent, quoi. Et qui bloque le reste. Mais je pense que c'est dû au fait qu'il fait un film de télévision, quoi. Enfin, en tout cas pour le public, le grand public, et qu'en utilisant comme ça des ressorts un peu mielleux, il essaye il voudrait comme ça arriver à une ouverture d'esprit, en tout cas, mais... Ouais, mais pour moi, il passe totalement à côté. Vraiment, il passe totalement à côté. Et je pense que c'est pas le film qu'on veut nous faire vendre, sachant que le film, quand il est passé sur Arte, il a fait un score monumental. C'était du jamais vu depuis plusieurs années. Mais je comprends pas trop. Donc c'était Petite Fille de Sébastien Lifshitz qui est rhabillé pour l'hiver. Ça tombe bien, c'est la période. Merci mademoiselle, on va passer au coup de cœur. C'est de la merde. C'est de la merde. Je voudrais que tout le monde s'imprègne. Merde. Tout le monde s'imprègne de cette... C'est vraiment la plus grande merde des merdes. Donc on va passer au coup de cœur.
Simon, le jeune, Oui, alors- qui a vu à peu près 2200 westerns pendant un mois et demi. Oui, alors ça va justement être Crépuscule sanglant de Jack Arnold. C'est marrant, c'est peu tout ce que tu m'as dit. Non, mais en fait, je me suis dit que je pouvais pas me mentir. J'allais mettre des westerns. Qui est un très bon western du milieu des années 50, bien écrit, et l'acteur principal, Rory Calhoun. Dedans, on ressemble comme deux gouttes d'eau à Mathieu Bonheur. Oh. Et du coup, ça, en période de confinement, ça me faisait rire. Mathieu Bonheur, qui donc, dans notre série de Carnet Rose, est devenu père pour la deuxième fois il y a 20 jours. Et donc, on est très heureux pour lui. On le félicite. Beaucoup d'amour et de bonheur aux parents. Voilà. Bravo Mathieu. Docteur Erwan. Alors moi, ça sera un autre film de scénariste, mais plus ludique que Manque, puisque ça sera À couteau tiré de Ryan Johnson. Knives Out. Voilà, film qui était passé un petit peu sous le radar, voilà, et qui a été traité un peu par-dessus la jambe, que moi je n'avais pas vu. Donc vous n'avez pas rien dans cette émission. Mais que j'ai trouvé pas si mal que ça. Moi, que j'ai trouvé ça plutôt sympathique, avec un Daniel Craig qui a un accent extrêmement étrange dans ce film. Mais c'est plutôt, voilà, tout le monde s'amuse bien, et du coup, on s'amuse bien aussi. Voilà. Justin. Alors moi non plus c'est pas écrit Thomas, mais je vais le dire là. J'y pense. C'est une chaîne YouTube qui s'appelle Thinkerview, qui est un peu islamo-bobo gaucho journalope. C'est par les Russes aussi, assez bizarrement. Oui, mais voilà, j'aime beaucoup. Il y a deux vidéos en particulier, une avec Alain Damasio et une avec François Bagodo, ma team, et du coup voilà, trop bien. Et la deuxième chose, c'est quelque chose de pas trop connu, c'est Notre-Dame de Paris de Victor Hugo, qui est un super bouquin. On adore Patrick Fiori. Et Hélène Ségara aussi. Carla. Pense à toi. Alors, moi, ce sera les 6 épisodes de la série Les Aventures de Pinocchio de Comencini, ma petite Madeleine de Proust de mon enfance que j'ai revue pendant le confinement. Et alors, des fois, comme ça, on revoit des choses qu'on a revues gamin et on est extrêmement déçus. Oui, c'est ce que je te disais, Thibaut, mais là, ça m'a fait un effet mais multiplié de plaisir magnifique, cette série, et je la recommande à tout le monde. Ensuite, je vais rajouter un truc, ce sera Un homme de trop de Costa Gavras. Ah, mortel. Ah, c'était trop bien. Son deuxième long métrage pour le cinéma. Génial, avec Piccoli. Avec tout le monde à peu tout près. Le monde, quoi. Et puis même les mouvements de caméra hallucinants à la fin. C'est du McTiernan. Et sinon, une petite BD pour finir, une BD écrite par Jean-Baptiste Auré, illustrée par Bruno, qui s'appelle Nouvelle Hollywood, éditée à la Petite Bibliothèque. C'est sympa. On en reparlera de son Toré en 2020, puisqu'il va sortir plusieurs choses qui nous intéressent, notamment enfin son livre sur Michael Mann. C'est pas trop tôt. Maintenant que Michael Mann a pris sa retraite. Non, il est en train de tourner au Japon. Il tourne une série au Japon. Ouais, il a produit, donc on en parlera. Oui, mais nous on veut du cinéma de Michael Mann. Mais lui aussi, mais bon, c'est carrément fleuré d'ailleurs. Oui, alors moi, du coup, du cinéma, mais pas du tout un film de scénariste, vu que ça sera Frisson de David Cronenberg. Commando. Excellent scénario, Commando. Voilà, un cinéaste peut-être plus rattaché à l'image, du moins de sa première période. Donc c'est considéré comme son premier long métrage après ses premiers métrages d'étudiants. Voilà, un chouette film d'1h27 que j'ai quand même mis deux soirées à regarder tellement je suis fatigué. Mais voilà, une belle horreur physique. Avec Barbara Steele, non? Il y a Barbara Steele. Une belle horreur physique typiquement Cronenbergienne. Et puis une horreur sociale et politique assez symptomatique, notamment dans cette introduction publicitaire hallucinante. Voilà, très belle scène de fin au demeurant. Et puis un petit peu de musique, parce qu'il faut quand même rester énervé. Ça sera peut-être le plus grand album de thrash metal de l'histoire du thrash metal. C'est le Roots de Sepultura, un album d'une variété hallucinante, d'une poésie hallucinante, d'une politique hallucinante. Voilà, ça fait toujours du bien, un album qui ne débande pas du début à la fin, c'est merveilleux. Valentin. Alors pour mon coup de cœur à moi, ce sera une série qui s'appelle Stateless, qui est disponible sur Netflix, et donc qui raconte le parcours de 3 différents personnages qui vont se retrouver dans un centre de rétention en Australie, et qui, du coup, nous inclut dans les choix moraux qu'ils ont à faire entre un immigrant qui arrive en Australie, une Australienne qui va se retrouver, on ne sait pas trop pourquoi, on ne sait pas trop comment, au milieu de ce centre de rétention-là, et un autre personnage qui, du coup, par manque d'argent, va se retrouver à devenir gardien de centre de rétention. Voilà.
Merci. Et moi, pour finir, donc j'ai vu plein de choses pendant le confinement. J'aurais pu parler des films de Franck Dubosc que j'ai revus, mais non. Du coup, ça sera War Photographer, photographe de guerre de Christian Frey, film de 2001, qui justement s'intéresse, comme son titre l'indique habilement, aux photographes de guerre, notamment ceux qui ont couvert tous les conflits de la fin du XXe siècle. Tu parles de Bernard-Henri Lévy à Sarajevo? Non, il n'est pas photographe, Bernard. En Libye aussi. Oui, aussi, il est tout. Mais non, c'est sur des vrais photographes. Donc c'est un très très beau film, un très beau documentaire, avec effectivement des photos qui sont absolument magnifiques, et un documentaire qui l'est tout autant. On se retrouvera en direct donc au mois de janvier pour faire le bilan de l'année 2019. Ça va être chouette. T'as loupé une année 2019, quand même. Je sais qu'on veut tous l'oublier, mais quand même. 2020 n'existe pas de toute façon. La semaine prochaine, ça sera une mixtape spéciale Noël. Ça sera le volume 4. Donc ça sera tout à fait soyeux pour passer de belles fêtes de fin d'année. Donc en tout cas, vu qu'on est en direct, on vous souhaite une belle fin d'année, de bonnes fêtes de fin d'année. Un bon couvre-feu. Voilà, un bon réveillon. Et n'oubliez pas de mettre papy et mamie à manger le gâteau dans la salle, dans la pièce d'à côté. Voilà, c'est super absolument. important, Rangez les belles-mères, Ouais. rangez papy et mamie, mangez pas trop de dinde au marron, faites bien la fête, mettez des capotes. Bonne fin d'année à toutes et tous. Gros bisous. Prochaine émission, prochaine édition. Et à ciao, bonsoir. Merci messieurs, dames. Salut. Salut.